Cagnes à Bordeaux, puis Cagnes à Paris, à Louis-le-Grand. Et j'ai intégré l'école normale supérieure à rue d'Ulm, ce qui pour moi, c'était... je crois que jusqu'au dernier moment, j'ai pas cru, quoi. Donc, c'était un parcours... Alors, j'ai vraiment travaillé, mais... je crois que c'est les pires années de ma vie, en fait. Il faudrait pas vous le dire, mais en tout cas, la deuxième case. Mais j'ai aucun regret, évidemment. Moi, j'en ai entendu parler d'abord par Monsieur Louis. Je pense que je l'ai eu en seconde parce qu'il voulait me préparer au concours général. Je ne sais plus si c'était en seconde ou en première que je l'ai eu. Non, je l'ai eu en première, ça me revient, pour le bac de français à l'époque. Il voulait me préparer au concours général de lettres modernes, que je n'ai absolument pas réussi d'ailleurs, mais grâce à lui, il m'a mis dans les mains des livres. Des lecteurs de romans, mais il n'y avait pas de livres, disons, qui s'approchaient de notions universitaires, quoi. C'est vraiment lui le premier qui m'a mis en main des livres de savoir, des livres de critique littéraire en particulier. Alors, malgré donc les difficultés de la prépa elle-même, ensuite, une fois que j'ai intégré Normal Sup, là, par contre, c'est devenu parmi les plus belles années de ma vie, je tiens à le dire aussi. Parce que Paris, voilà. Je suis très attachée au Pays Basque, j'y retourne très souvent. Mais je rêvais depuis toute petite d'une vie que ne pouvait pas m'apporter le Pays Basque et que le Pays Basque ne peut toujours pas m'apporter, mais l'équilibre Paris-Pays Basque est vraiment quelque chose qui m'est très très précieux, quoi. Je ne pourrais pas non plus être heureuse en restant indéfiniment à Paris. Mais il y a un accès évidemment à une culture différente. Je suis très attachée à la culture basque aussi, mais à une culture, disons, de théâtre, de cinéma. L'offre en particulier de cinéphilie de Paris n'a pas son équivalent sur la planète, en fait. La deuxième ville, ça serait New York en termes d'offres de cinéma d'art et d'essai. Mais Paris, à l'époque, dans les années 90, c'était absolument unique au monde. Ça l'est toujours d'ailleurs. Là, il faut vraiment qu'il réouvre, quoi, parce que c'est une catastrophe culturelle, justement, ce qui nous arrive. Donc j'ai été très très heureuse de cet éloignement, au sens où c'était un rapprochement, en fait, de la culture à laquelle j'aspirais. Et puis la vie caricaturale aussi, parisienne peut-être, mais la vie des cafés, la vie des rencontres. Il y a une densité dans mon cas, disons, d'amateurs de livres et de littérature qui est elle aussi relativement unique au monde. Et l'offre en librairie est fantastique, même si j'ai vu aussi l'offre en librairie dans les territoires se densifier ces dernières années, avec en particulier des jeunes libraires assez épatants. Et l'éloignement, moi j'ai connu le train qui mettait 7h30 qui arrivait à Austerlitz, donc pour moi l'éloignement, là, 4h15 de train, c'est pas un éloignement, ça coûte des sous, ça c'est sûr. Après, ce parcours justement, moi un des problèmes que j'ai en ce moment en 2020, c'est que justement ce à quoi on pouvait accéder en bossant beaucoup, mais c'est-à-dire un accès à des très hautes études, mais qui s'accompagnait aussi d'une certaine aisance financière. Cette machine-là, elle est cassée en ce moment. Elle ne marche plus comme elle devrait marcher. Il y a toujours aussi peu de fils d'ouvriers à Normal Sup. Je crois que ça s'améliore, mais à peine. Enfin, ça va beaucoup trop lentement. Et c'est le cas pour les autres grandes écoles. À Sciences Po, oui. Moi, j'ai été prof à Sciences Po, j'ai occupé la chaire d'écrivaine en résidence en 2018. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même, oui, une certaine mixité. À Normal Sup, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais j'ai l'impression que c'est pas encore ça, quoi. Voilà. C'est une tellement vaste question. L'ambition. Bon, moi, je sais pas si je suis un très bon exemple parce que mon ambition n'était pas tant sur mes études elles-mêmes que sur le fait d'être écrivaine. Et je n'avais pas de timidité de genre, disons, par rapport à ma capacité à être écrivaine. Il n'y avait pas beaucoup de femmes écrivaines, mais il y en avait des extraordinaires comme Marguerite Duras ou Virginia Woolf, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir. On manquait pas d'exemples. Elles n'étaient pas nombreuses, mais il y avait des exemples. Si j'avais voulu être présidente de la République, les modèles m'auraient sacrément manqué. On est
une fille, il faut essayer de ne... Il y a une phrase de Lacan, moi j'ai aussi été psychanalyste, qui dit ne rien céder sur son désir. Voilà. Et il le dit pour tous les genres. Voilà. En plus, moi, fille, garçon, je ne suis pas si binaire que ça non plus. Je pense que le monde est plus compliqué que ça. Mais bon. Donc ne rien céder sur son désir et essayer de... Fille, garçon ou autre, essayer d'isoler ce qu'est son désir, d'isoler ce qu'est son ambition. C'est très difficile quand on est jeune. Ne pas s'éparpiller. Essayer de savoir en soi ce qui est le plus important. C'est très difficile, mais je pense qu'il faut penser à rien d'autre. Il ne faut pas penser aux difficultés, il faut pas... J'ai un exemple, alors qui ne répond pas à votre histoire de plafond de verre, hein, parce que... Bon, vous allez voir, c'est l'exemple que j'ai. Mais quand j'étais en terminale, à Cassin, à Bayonne, c'était donc la fin des années 80. On était le mot de crise. Moi, ça fait 35 ans que j'entends ce mot, hein, mais bon. Mais il était très très présent, le chômage montait en flèche, etc. Et donc on nous expliquait qu'il y avait du travail, je me rappelle, en informatique et en comptabilité. Moi, c'était pas du tout ce qui m'attirait. Et on était 3 dans la classe, on disait trop rien, mais on était 3 à avoir des désirs très particuliers. Moi, je voulais être écrivaine, mais j'osais pas trop le dire. Hein. Mon copain Jean-Baptiste, il voulait être pilote d'avion. Et Eric, il voulait être photographe de surf. C'était des métiers assez singuliers et on a tous les 3 réussi en fait. Et Jean-Baptiste, il n'est pas pilote sur Air France ou quoi, mais il a sa propre compagnie de petits avions, enfin il se débrouille très très bien. Et Eric, c'est un grand photographe de surf, donc on y est arrivé. École ou pas, voilà, chacun a tiré de l'école ce qu'elle pouvait lui donner. Je ne réponds pas à votre question du genre. Je vois bien, effectivement, moi j'ai 3 enfants, un fils et 2 filles. Évidemment, je sollicite leur ambition, j'essaie de les valoriser autant l'un que l'autre, mais je vois bien que quelque chose dehors, là, vient valoriser mon garçon, quoi. C'est terrible. Et que les filles ont à se battre de façon supplémentaire, y compris dans la rue, hein, parce qu'être une fille dans la rue, c'est pas être un garçon dans la rue. Donc, tout est compliqué d'emblée, c'est-à-dire aller marcher seul dans la rue, c'est déjà quelque chose qui demande une certaine stratégie, qui demande de l'intelligence et qui demande une dépense d'énergie en fait. Et je me rappelle très bien que jeune étudiante, les rares fois en Cagne où je prenais un peu de temps pour moi et je sortais dans la rue, j'aimais bien rêvasser, quoi. J'aimais bien me promener en rêvassant. Il y avait toujours un abruti qui venait m'interrompre. Lui, il appelait ça de la drague ou je sais pas quoi. Moi, j'appelais ça des interruptions. Et je devais gérer les interruptions. Je pense sincèrement que les filles ont une fatigue supplémentaire que les garçons et peut-être ça explique oui, leur fatigue générale, quoi. Du nerf, voilà. Il faut y aller, quoi. Non, donc mon expérience est peut-être un peu datée parce que au Pays Basque, on avait un problème de harcèlement et même de viol qui était complètement passé sous silence, en particulier aux fêtes de Bayonne. Combien d'histoires il y a eu de filles qui se sont fait violer sur les bords de la Nive et c'était leur faute, quoi. Qu'est-ce qu'elles faisaient là, seules, saoules, etc. Moi j'ai tout entendu, enfin, habillées comme ci, comme ça, etc. Bon. Là, il y a eu d'énormes progrès. Quand j'ai vu apparaître aux fêtes de Bayonne les affiches non c'est non, etc., je me suis dit waouh, ça va mieux, quoi. Et donc ça vraiment, le monde, tout le monde se lamente en ce moment, il y a de quoi, mais pour les filles, ça va quand même mieux. Et je vois effectivement que ce soit ici, d'où je vous parle, à Paris, ou à Bayonne, ou à Bassus-Arrée, où je rentre souvent, mes 2 filles, qui sont 2 adolescentes, elles sont mieux armées que moi. Elles savent que s'il y a un souci, elles peuvent se plaindre et qu'on les écoutera, qu'on les croira. Pas toujours, hein, mais enfin, ça a fait un progrès, vous ne pouvez pas imaginer. Donc là-dessus, je suis assez contente du pli qu'a pris l'Europe, hein, enfin l'Europe de l'Ouest ces dernières années. Après, sur ce harcèlement, il n'y avait pas de mots à l'époque. Hein. Quand j'ai écrit mon premier roman de truisme, qui parle entre autres des violences faites aux femmes, entre autres, en 1996, le mot harcèlement de rue n'existait pas.
Euh, C'était une sorte de phénomène naturel avec lequel il fallait faire. C'était dingue quand j'y pense. Bon. C'était pas du tout le même à Bayonne et à Paris. Mais j'ai même pas tellement envie d'en parler parce que je crois que c'est quand même heureusement un phénomène relativement, peut-être pas en voie de disparition, mais bon, ça va un peu mieux, disons. Vous pouvez pas imaginer ce qu'on a eu à supporter, quoi. Moi, c'est très simple, hein, je voulais être écrivaine. D'ailleurs, on disait pas écrivaine à l'époque, on disait écrivain. On disait éventuellement romancière, mais romancière c'est moins important en quelque sorte. Non, non, je voulais écrire, je voulais être publiée, je voulais pas juste écrire pour moi, je voulais être publiée, je voulais idéalement en vivre. Mais je m'étais, comme il n'y avait pas du tout d'exemple d'artistes dans ma famille, même si à nouveau mes parents étaient des grands lecteurs, je m'étais auto-persuadée que jamais je n'arriverais à en vivre, enfin, que ça c'était un rêve inaccessible. Et d'ailleurs, j'en parlais pas à mes parents parce que ça les aurait inquiétés sur le plan matériel, quoi. Euh, et en même temps, ils me voyaient écrire. Ils me voyaient bien écrire. Mon père m'avait très joliment offert une machine à écrire à l'époque, voilà. Donc il était attentif à ça à sa façon, mais on n'en parlait pas. Voilà, ça passait par des petits cadeaux comme ça. Bon. Et à l'école, ça me paraissait indicible. Ça me paraissait très prétentieux comme ambition. Donc je m'étais dit, bah, puisque tu vas pas en vivre, envisage les deux métiers possibles. Ça me paraissait être professeur ou journaliste. Et si possible, professeur d'université, ça me semblait mieux payé, c'est vrai d'ailleurs. Laisser un peu plus de temps, bon ça je demande à voir, mais bon. Mais donc je me dirigeais vers ça et grâce à ce monsieur Louis, professeur de français, j'ai compris qu'il fallait que j'aille en hippocagne, c'est un drôle de mot, mais bon, et en cagne, et essayer d'entrer dans cette école qui était pour moi une espèce de Graal, quoi. Enfin, c'était je vois l'avantage des Parisiens, des jeunes Parisiens par rapport aux jeunes Bayonnais, enfin surtout dans les années 80. Mais ma mère était professeure en collège, donc elle n'était pas déconnectée de l'éducation nationale ni d'un certain type de livre, mais elle était elle d'un milieu de pêcheurs cibouriens, très très éloignée de Paris, pour le dire comme ça. Et elle voyait pas ce que c'était l'école normale supérieure. Elle faisait pas bien la différence avec l'école normale des instituteurs. Donc, et mon père était encore complètement ailleurs. Lui, bon, il travaillait aux fonderies de Mousserolles. Il était responsable de l'entretien. Et après, il a eu sa propre petite entreprise de charpente métallique. Et ça s'est mal passé. D'ailleurs, bon. Et justement, au moment où j'ai entamé ma prépa, on était dans une urgence économique très très angoissante chez moi. Et moi, Normal Sup m'a sauvée, quoi. Ça aurait été très compliqué si j'avais pas eu Normal Sup à ce moment-là. On est payé à Normal Sup. Et mon père était au chômage. C'était très limite à la maison, quoi. Donc je suis vraiment un cas d'école, en quelque sorte, où c'est l'école de la République, moi, qui m'a sauvée économiquement. Et puis, ça m'a donné une force, une confiance en moi. J'avais réussi à faire ça. Et là, je me suis autorisée à penser qu'après tout, je pouvais peut-être écrire, être publiée. J'écrivais déjà, mais être publiée. Et là, j'ai commencé à chercher un éditeur, etc. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas l'école qui me l'a donné. Mais l'école m'a quand même donné une forme de confiance. J'ai le mot complexité en tête. Peut-être accepter encore davantage notre complexité. Le fait qu'on est fait de plusieurs mouvements contradictoires parfois. Et je pense à plusieurs choses en même temps là, mais moi je me sens basque. En fait, toute ma famille est d'origine basque. La langue est très valorisée chez nous. On a cet héritage qui est très présent. Ça c'est encore un très long sujet, hein, parce que moi du coup j'ai pas appris le basque. Il a fallu que j'essaye de le réapprendre. Alors là, très difficile, mais bon. Mais je suis très en prise avec toute cette culture et pour moi il n'y a pas de frontières. Enfin, je suis vraiment une européenne pour ça. Là, j'ai très mal vécu le fait que la frontière soit fermée, alors qu'on nous avait fait la promesse en quelque sorte que ça y est, c'était fini cette histoire de frontière. Et donc je suis vraiment un enfant des deux côtés. Moi, ma famille est des deux côtés. Et c'est un peu une longue histoire, mais j'ai été amenée à rencontrer plusieurs écrivains du côté sud du Pays Basque, des intellectuels du sud du Pays Basque,
Et ça, c'est très différent de ce que m'a apporté la République française. Et c'est presque en opposition, d'ailleurs. Donc, j'accepte aussi mes conflits intérieurs. Et puis, il y a autre chose, c'est que je suis une enfant de la mer, de l'océan. Et là, il y a de plus en plus de nouvelles alarmantes sur l'état du golfe de Gascogne, sur l'état de l'eau. Et c'est aussi une chose à laquelle je suis très, très attentive. Alors, ça nous éloigne peut-être là, de notre sujet, mais peut-être aussi qu'avoir l'ambition de faire des très hautes études et l'ambition et la force de partir, ça permet aussi de revenir avec un regard enrichi, avec des bagages culturels, intellectuels, qui permettent de voir les choses un peu différemment, disons, voilà, et de dialoguer comme ça, voilà. Et cet aller-retour permanent, disons, entre les grandes villes et mon Pays basque natal, c'est quelque chose de très précieux, parce qu'il n'y a pas que Paris. Hein. Moi, j'ai eu la chance aussi d'aller dans plein d'autres capitales, et ça se passe évidemment pas seulement à Paris, quoi. Les enfants, enfin, j'ai 2 enfants dans ce cas, hein, donc c'est très concret pour moi. À la maison, je leur fais bien à manger. Parce que je suis une mère, donc je vois bien que c'est très très difficile. C'est très difficile de maintenir de l'espoir sur l'état de la planète, sur la cause animale, c'est aussi quelque chose qui m'occupe beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut passer ce mauvais moment. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a un moment où votre concours ou votre examen, il ne faut plus penser qu'à ça, accepter de penser qu'à ça. Et puis les problèmes, on verra plus tard. Voilà. Parce qu'une fois qu'on réussit ce concours ou cet examen, ou bien on le rate, mais allez, on essaye de le retenter, ou on en essaye un autre. Et il faut essayer de passer cette barre-là comme au surf, quoi. Et après, on verra le large, et on verra ce qui se passe au large. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur la barre, là. Et puis, voilà. Essayez de ne pas penser trop loin.